Bonjour à tous, un lieu, une histoire vous accueille au cœur de la tour de Constance de la cité d'Aigues-Mortes, cette cité, lieu de départ des croisades au Moyen-Âge. Régister, le mot est gravé dans la pierre de cette margelle, il signifie résister dans la langue occitane. Ce mot, c'est une femme qui l'aurait inscrit ici et gravé de ses propres mains. Alors cette femme que j'évoquais à l'instant s'appelait Marie Durand. Elle a été emprisonnée ici même, là où je me trouve, pendant 38 ans, de 1730 à 1768. Elle n'était pas la seule puisque d'autres femmes étaient également emprisonnées avec elle, toutes pour la même raison, pour ne pas renier leur foi protestante. Patrick Florençon, bonjour. Vous êtes historien ici dans cette tour de Constance. Est-ce qu'on peut dire que c'est Marie Durand véritablement qui a gravé cette inscription résistée sur cette margelle? L'affirmer est une bien grande chose. On a des présomptions très fortes pour penser que Marie Durand était en mesure de graver ce message à la postérité, dans la mesure où c'est une femme lettrée. C'est elle qui conduit toutes ces femmes à résister à la tentation de l'abjuration et qui, au fil des siècles, s'est présentée comme un véritable symbole de la résistance à l'intolérance royale. Alors, pour quelle raison Marie Durand était-elle emprisonnée ici même? Son tort, c'est d'être protestante et d'être la sœur de Pierre Durand, qui est un pasteur qui est assez zélé et qui est en train d'essayer de soulever à nouveau les Cévennes contre l'intolérance royale. Donc le pouvoir essaye de faire pression sur la famille de Marie Durand? Sur l'ensemble de la famille, de façon à ce que le pasteur, un petit peu, qui est un personnage relativement dangereux pour la nation, enfin pour la monarchie, passe sous les verrous. Alors Marie Durand n'était pas seule ici, elle était accompagnée, entourée d'autres femmes également prisonnières. Pour quelle raison il n'y avait que des femmes ici même? Dans un premier temps, à la fin du XVIIe siècle, ce sont sur les deux niveaux que sont incarcérés les protestants, au rez-de-chaussée les femmes, au premier étage les hommes. Et puis il se passe au début du XVIIIe l'évasion spectaculaire d'Abraham Mazel, le 25 juillet 1705. Peu de temps après, l'administration royale d'Aigues-Mortes a décidé de n'enfermer ici, dans cette tour, que des femmes. Et jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, ce ne seront que des femmes qui seront enfermées ici. Donc on a beaucoup de mal à imaginer combien, une vingtaine de femmes enfermées ici? Par moment, c'est jusqu'à 50 femmes. Jusqu'à 50 femmes, mais qui vont être déplacées au gré de la fantaisie un petit peu de l'administration royale. Mais on a toujours au minimum une quinzaine de femmes enfermées ici. Quel contact avaient ces femmes prisonnières, Marie Durand en particulier, avec l'extérieur? On est très surpris lorsqu'on connaît, par exemple, la correspondance de Marie Durand. Il y a de nombreuses lettres qui attestent de cette vie ici. En effet, Marie Durand se présente comme l'intermédiaire de ses compagnes d'infortune. C'est elle qui va, par exemple, se proposer à l'administration pour essayer d'améliorer la condition des autres femmes. Elle va, étant donné qu'elle est lettrée, qu'elle sait écrire, faire régulièrement la liste de ses compagnes d'infortune, de façon à pouvoir établir une certaine, comment dire, démographie, entre guillemets, des habitantes de cette tour. Et au-delà encore, Marie Durand va s'adresser à tout ce qui est puissance étrangère susceptible d'influer au moins sur la politique royale, et si ce n'est influer sur cette politique, au moins donner quelques subsides pour que les conditions de vie de ces pauvres femmes soient améliorées. Alors nous sommes au troisième étage de cette tour de Constance. Au-dessus de nous, il y a une terrasse où de temps en temps, Marie Durand et les autres prisonnières avaient l'occasion d'aller, avec autorisation bien sûr, pour voir le paysage et respirer surtout un petit air de liberté. Je vous propose d'y aller tout de suite, de refaire ensemble leur chemin. Voilà, nous sommes sur cette terrasse où on voit une vue extraordinaire sur toute cette Camargue, évidemment Aigues-Mortes derrière nous. Alors pourquoi Marie Durand a été libérée au bout de toutes ces années?
Bien en 1768, un nouveau gouverneur de la province de Languedoc, qui s'appelle le prince de Beauvau, décide d'entreprendre la tournée de ses prisons et se retrouve avec Morte et où l'attend un spectacle assez effarant puisque reste enfermé dans des conditions de santé très critiques. 14 femmes, toutes très âgées, parfois aveugles, étant donné les conditions de vie dans lesquelles elles vivaient, parfois aussi un petit peu folles. Et le prince de Beauvau va s'attacher à la libération de ces femmes. Regardez derrière moi cette barre noire, c'est la barre des Cévennes, à une centaine de kilomètres d'où nous sommes, ici à Aigues-Mortes. On y distinguerait presque les villages où se sont réfugiés les protestants après la révocation de l'édit de Nantes. Parmi ceux-ci, le village de Mialet, presque le centre de cette terre protestante cévenole. À Mialet se trouve un musée tout à fait particulier, le musée du désert, que nous allons visiter ensemble. Le musée du désert, ici à Mialet, est situé dans une maison un peu particulière. Elle appartenait à Pierre Laporte. On l'appelait également Roland. Il était protestant, bien sûr, mais également l'un des plus fameux officiers, l'un des plus fameux chefs de cette armée camisarde qui luttait contre le pouvoir du roi et bien sûr en faveur de la tolérance religieuse. La guerre des Camisards, une guerre emblématique de cette résistance huguenote, une guerre féroce également, une guerre que nous raconte Marie Lebon. Ils s'appellent Pierre Laporte et Jean Cavalier. Ils ont 20 ans à peine et sont chefs camisards. Ces paysans et artisans n'ayant comme seul uniforme et signe de reconnaissance que leur chemise. 24 juillet 1702, c'est l'assassinat de l'abbé du Chélat qui met le feu aux poudres. Grâce à leur connaissance du terrain, leur mobilité et à l'appui des habitants, ils sont moins de 3000 à résister aux 30 000 soldats de Louis XIV. Ils n'hésitent pas à brûler des églises et à prendre des villages. Les représailles sont tout aussi violentes. En février 1703, les habitants de Mialet et de Saumanne, soupçonnés d'apporter leur soutien aux révoltés, sont déportés à Perpignan. En avril, les troupes royales massacrent les protestants assemblés pour prier à Nîmes. Après de grandes victoires en 1703 et 1704, les forces des Camisards déclinent peu à peu. Jean Cavalier subit une sévère défaite à Nages. Vulnérable, il accepte de se soumettre et de cesser le combat. Seul, Roland décide de poursuivre la lutte. Trahi, il trouve la mort le 13 août au château de Castelnau-les-Valences, une mort symbolique marquant la fin de cette révolte. Juste à la sortie du village de Mialet, il y a ce pont, le pont des Camisards, un témoignage parmi d'autres de cette résistance huguenote, aujourd'hui concentré dans un lieu emblématique, le musée du désert. Il est situé à quelques pas d'ici, au mas de Soubeyran. Bonjour Denis Carbonnier. Bonjour. Vous êtes le conservateur de ce musée du désert et nous sommes ici même dans la maison de Pierre Laporte, une maison presque comme les autres puisqu'il pouvait se cacher ici même. Effectivement, ce placard comporte une cachette qui permet de cacher un homme allongé. Il suffisait de rabattre la planche, de rajouter quelques pots de graisse, de refermer le placard. Roland attendait que le danger s'écarte et dès que le danger était écarté, il sortait. Dites-moi Denis Carbonnier, le musée du désert, pourquoi ce terme, le désert? Le désert, c'est ce qu'on appelle la période entre 1685, révocation de l'édit de Nantes, Révolution française, 1789. Pourquoi le désert? C'est une réminiscence en fait de biblique. Dans l'Ancien Testament, les Hébreux ont dû, pendant 40 années, subir des tribulations, errer dans le désert. Les protestants, donc, à l'époque, ont pensé qu'eux aussi, ils subissaient ces tribulations. Ils pensaient que ça durait que 40 ans, mais ça a duré plus d'un siècle. À quoi ressemblait la vie de piété de cette communauté protestante des Cévennes? C'était une piété cachée.
Bien entendu, le culte protestant était interdit, les temples avaient été rasés en 1685, et donc il fallait qu'ils se rassemblent dans des assemblées qui étaient des assemblées secrètes, qui se tenaient dans les bois, dans les garrigues ou dans des grottes. Alors on a parlé du destin de ces femmes prisonnières de la tour de Constance à Aigues-Mortes. On peut parler également des hommes qui, eux aussi, protestants, vivaient une époque très dangereuse. Nombre d'entre eux ont été arrêtés au cours des assemblées qu'on évoquait à l'instant pour se retrouver en galère, si je puis dire. Oui, effectivement. Il y avait en fait déjà une première condamnation qui était déjà ce qu'on appelle la chaîne. La chaîne, c'est-à-dire en fait, du lieu de condamnation, il devait se rendre dans le port où se trouvait cette galère. Et ça se faisait le fer au pied. Et beaucoup d'hommes mouraient pendant cette traversée du territoire français. Ces condamnés ont été extrêmement nombreux, ne serait-ce que sur ces territoires cévenols, plusieurs milliers de galériens pour la foi. Effectivement, ils étaient environ 5 10 000 personnes qui ont été emmenées pour les galères uniquement pour raison de foi. Alors, ce qui est intéressant dans cette salle, c'est que nous avons les listes de galériens qui sont juste derrière nous. On retrouve un peu le destin de chacun de ces hommes envoyés aux galères. Regardons ce premier nom, Enjolras par exemple, ici. Enjolras, c'est un bon exemple. Enjolras, il vient d'Anduze. Anduze est à une dizaine de kilomètres d'ici environ. Il a été condamné en 1717 pour avoir assisté à une assemblée. Oui, c'était le sort qui était réservé à ceux qui étaient surpris dans une assemblée interdite. Escoffier, là encore un destin particulier, parce que lui, visiblement, a été libéré. Oui, Escoffier, il vient de Nyons. Nyons, c'est dans la Drôme. Il a été condamné en 1689. Il a résisté jusqu'en 1701. Mais en 1701, il a préféré abjurer pour pouvoir être libéré. Oui, parce qu'il faut rappeler que l'abjuration, eh bien, c'était la clé pour une libération et la liberté, finalement. Tout à fait, tout à fait. Denis Carbonnier, on l'a bien vu, ce musée du désert que vous dirigez est véritablement un endroit extrêmement symbolique pour cette communauté protestante. Pour les protestants, certainement, c'est un lieu chargé d'émotions, chargé d'histoire. Une page d'histoire qui mériterait d'être davantage connue parce que, effectivement, elle a des résonances dans l'actualité d'aujourd'hui. La liberté de conscience spécialement, est toujours d'actualité. Et c'est certainement ce que va nous confirmer dans quelques instants le maire du village de Mialet que je vais rencontrer tout de suite. Merci beaucoup, Je vous laisse Denis y aller. Carbonnier. Gilbert Rouanet, vous êtes maire de Mialet depuis 25 ans maintenant. On est frappé de la persistance de cet esprit huguenot qui existe toujours ici de nos jours. Ben, je crois que la persistance existe toujours, oui, et je crois qu'elle est symbolisée d'ailleurs par le texte d'une chanson qui a été composée au XIXe siècle d'ailleurs, en la mémoire des Camisards, qui s'appelle la Cévenole. C'est un petit peu l'hymne C'est l'hymne de cet esprit huguenot. Et de l'esprit huguenot et des Cévennes. Et d'ailleurs, on peut mentionner que Camisard, ça rime presque avec Maquisard. Oui. C'est peut-être un hasard. C'est pas par hasard, et c'est pas par hasard si dans les Cévennes, et en particulier dans les Hautes-Cévennes, qui sont beaucoup moins accessibles, se sont développés de très nombreux maquis dans les années 43-44. Bien sûr. Alors, l'un des symboles de Mialet, c'est ces assemblées du désert qui ont lieu une fois par an. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Ces assemblées ont lieu depuis 1911, donc la 100e, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, ces assemblées rassemblent tous les protestants de France, et même au-delà, en ce sens que la diaspora protestante, à la suite de la révocation de l'Édit de Nantes, a entraîné une dispersion, et beaucoup de descendants de ces émigrés souhaitent reprendre contact un peu avec le pays qu'ils ont quitté. Alors, d'une manière générale, monsieur le maire, qu'est-ce qui pourrait caractériser cette forme de modernité de l'éthique protestante aujourd'hui? Bien, je crois que l'éthique protestante et la réforme en général, c'est caractérisé par une prise de liberté par rapport à l'Église catholique. Et aujourd'hui, cette prise de liberté, c'est bien sûr pas par rapport du tout à l'Église catholique, mais c'est par rapport à la société en général. Et le message protestant reste un message de liberté et de tolérance, essentiellement. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire. C'est la fin de cette édition d'Un lieu, une histoire, l'histoire des Camisards, l'histoire de la résistance
protestante, ici même dans les Cévennes. Et vous l'avez constaté, une histoire toujours vivante. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Un lieu, une histoire.